Oui, et Ben Dégout a déjà fait des égloudes, comme tu parles couramment le niçois. C'est le Nissard. Le Nissard, voilà. Ouais. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au Café des Églouds. Alors je vous demande d'applaudir bien fort un joueur emblématique de l'OGC Nice, monsieur André Amitrado. Merci. Voilà, Dédé pour les intimes, parce qu'on vous appelle souvent comme ça. Dédé, Dédé, on t'aime, Dédé, on t'adore. Voilà, c'est c'est un une chant. chanson. On peut le faire pour voir Dédé, on t'aime, Dédé, on t'adore. Dédé, pour nous, tu es le plus fort. Voilà, alors André, on va retracer le début de votre carrière. Déjà, alors vous êtes né le 30 novembre 1957 à Mers-el-Kébir, donc c'est en Algérie. En Algérie, oui. Et vous débutez à l'âge de 10 ans à Cannes, l'avocat. Alors racontez-nous un peu ces tout débuts dans le football. Je tremble un peu parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas eu un micro, donc je suis un peu stressé, mais ça va aller par la suite. On est en famille là. Alors, on est en famille, mais même la famille, ça... Bon. Donc j'ai commencé gardien de but parce que c'était un rôle qui me plaisait. Je voulais toujours être le héros de quelque chose. Je voulais avoir des responsabilités, je les ai eues plus tard. Et quand j'étais petit, et j'ai joué à l'avocat et j'ai été repéré par l'AS Monaco en 1976 et j'ai signé en 77 à Monaco jusqu'en 82. Vous aviez 19 ans à l'époque. J'avais 19 ans. Donc vous allez au centre de formation et puis vous signez donc à l'AS Monaco et en 1982 vous êtes recruté par l'OGC Nice. Alors racontez-nous dans quelles circonstances. C'était un match entre Monaco et Nice. Alors c'était un match, un derby. Nice était mal classé et Monaco jouait la première place. Et Jean-Luc Ettori était blessé et il a fallu que je le remplace. Qui était le titulaire à l'époque pour les plus jeunes. Oui, Jean-Luc Ettori était le gardien titulaire de l'AS Monaco. Et d'ailleurs, il a eu le record pendant longtemps et c'est Landreau qui l'a détrôné. Je jouais jamais avec Jean-Luc Ettori, donc il a fallu que je vienne à Nice pour pouvoir montrer les talents, c'est gentil de le dire à ma place. Et donc, lors de ce match-là, de ce derby, on commence le match et j'ai 2 ou 3 actions décisives, dont notamment un coup franc de Carlos Curbelo qui me dira plus tard « Dédé, je l'avais vu au fond ». Et donc on gagne 2-0 et Monaco prend la tête du championnat et on est champion cette année-là, malheureusement, et Nice descend. Et le président Innocentini a voulu me recruter, donc j'espère qu'il a bien fait. En tout cas, pour moi, oui, hein, il a bien fait. Alors donc, c'est la saison 82-83, donc là, l'OGC Nice est en division 2, hein, malheureusement. Donc donc c'est Jean Séraphin qui est l'entraîneur. Et alors on va citer quelques joueurs de l'époque, hein, Robert Baraja, Patrick Brusicchesi, Gérard Bucher, Bono Metsu, Michel Joly, Thomas Larsson, Carlos Curbelo, entre autres. Et puis également Daniel Bravo qui débute. Vous vous souvenez de ce petit jeune qui arrive? Ben oui, on s'est croisés toute la saison parce qu'il était au bataillon de Joinville et il descendait pour les matchs. Et là, j'avais découvert, je le voyais que pratiquement en fin de semaine et il faisait des entraînements très bien et les matchs super. C'était déjà le petit prince, quoi. Alors cette saison en deuxième division, pardon, en fait à l'époque il y avait deux poules. Oui. Il y avait 2 poules, donc on termine troisième l'une des 2 poules, donc on ne peut pas monter évidemment, hein, puisqu'il montait que les 2 premiers qui avaient un barrage avec les leaders, un peu comme aujourd'hui. Oui, oui. Et par contre, c'est une saison un petit peu à oublier aussi, parce que on s'en souvient tous, les supporters, on est éliminé un peu piteusement malheureusement en Coupe de France à Grasse. En Grasse, oui, chez moi, puisque aujourd'hui j'habite à Montsartou, c'était à Grasse. Il y avait un derby. L'OGC Nice, on avait fait une belle partie de saison, première partie de saison. On était presque en tête du championnat, mais à l'approche de l'hiver, on commençait à avoir des résultats moyens. Et sur le tirage au sort, on tombe à Grasse dans un derby chaud bouillant, ouais, juste avant la Noël, et il y avait marqué le coup de Grasse et la bûche de Noël. On a été éliminé 2-1. Alors, on va passer cette saison. Hein. Alors, la saison suivante, 83. On peut parler de bons souvenirs.
On va y venir, parce qu'après, après, saison suivante, il va encore un mauvais souvenir, mais bon. Mais je sais, tout le monde attend le Matra Racing. Moi aussi, je l'attends. Alors, la saison suivante, donc 83-84, donc là, on termine deuxième, donc une place de mieux, mais on ne monte toujours pas, puisqu'il faut jouer ce fameux barrage. Et donc, on se retrouve à jouer. Alors, on fait un premier barrage, je crois, déjà. Contre le Havre. Oui, contre le Havre. Voilà, on gagne contre le Havre, et après, c'était sur un match à domicile. Le deuxième recevait le troisième. Et c'était une super équipe. Et ça a été un match épique. On a fait 4-3 après prolongation. C'était extraordinaire. Et alors malheureusement arrive ce fameux match contre le Matra Racing. Alors expliquez-nous un petit peu le match aller, le match retour, les orages, l'arbitre, enfin un petit peu votre vision de... Ça vous intéresse? Ben, on va le... Donc bien sûr que ça intéresse. Matra Racing, c'était la grosse équipe qui voulait monter en première division. On les reçoit, on gagne 2-0 au GIP, au Stade du Ré, magnifique, le Stade du Ré en feu, comme d'habitude. On gagne 2-0. Et il a fallu faire le match retour 4 jours après, à Colombes, stade plein. Il faut savoir qu'il y avait Rabat Madjer qui jouait avec le Matra Racing, la vedette algérienne. Et donc le stade était plein et on commence l'échauffement. Grand soleil, on gagne 1-0 à la 47e minute à peu près. Et puis d'un coup, le temps s'est couvert, orage, le ballon flottait sur le terrain, et l'arbitre, M. Delmer, vous pouvez regarder, c'est lui, je l'ai en tête, il me disait, on arrête le match. Et moi je disais, non, il faut continuer. Et je posais le ballon au 6 mètres, il flottait. Et il ne tenait pas en place. Et puis il avait décidé d'arrêter le match. Tout le monde avait dit que c'était Lagardère qui avait envoyé des missiles, parce que c'était n'importe quoi. Lagardère avait une entreprise. Oui, c'était le président du Matra Racing. À l'époque, ils voulaient monter pour concurrencer le PSG en Ligue 1, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Oui, pas longtemps, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Et donc le match s'arrête et rejoué 4 jours plus tard. Pourtant, tout se passe la même chose, c'est-à-dire... On mène 1-0, je crois. On mène 1-0, et là, plus loin, c'était la 57e minute, on mène 1-0. Sur l'ensemble des 2 matchs, ça fait 3-0. C'était le seul match où il n'y avait pas... Le but ne comptait pas double à l'extérieur. Parce que... Donc, on mène 3-0. Et il reste 20 minutes de jeu. Il y avait 3 internationaux dans l'équipe, dont Eriksen. Et il y a eu un penalty fait par Castellino. Je me rappelle, juste avant, on mène 3-0. Alors, petite anecdote, pauvre Eric, si tu m'entends, il y a un corner, on mène 3-0. Et Eric s'approche d'un attaquant, d'un joueur du Matra Racing, et il dit, je l'ai entendu, et ça me reste gravé, il dit, aujourd'hui, l'orage, il ne te sauve pas. Et je l'entends. J'ai dit, Eric, ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Oh Dédé, calme-toi. Bon. 5 minutes après, penalty fait par Eric Castellino. Je le regarde, j'étais fou furieux. Eriksen tire. Donc sur l'ensemble des matchs, on est 3-1. 3-1. Bon, on regarde le temps. Il n'y avait pas de temps additionnel. Hein. Et c'était M. Guiguet, je crois, l'arbitre. Il n'y avait pas de temps additionnel. Et on regardait toujours le chronomètre, la grosse montre, et le temps passait. Et on s'approche, 89 minutes, 90, une action sur le côté, un centre, je suis pris au premier poteau, tête de Lafarge, je l'ai en tête, défenseur central, il marque 3-2. À partir de ce moment-là, on n'a plus joué. On n'a fait que dégager, et on courait, on regardait l'arbitre et on lui disait c'est fini. Et il laisse jouer, les arrêts de jeu à l'époque, et laisse jouer. On râlait qu'après l'arbitre, on ne jouait plus. Et Ben Mabrouk, Ben Mabrouk, c'était un international algérien, il y avait double nationalité. Il a un ballon anodin à l'entrée de la surface. Il pousse un joueur et il donne un pointu, mais le ballon vient dans ma direction. Et comme on a fait que dégager pendant les 15 dernières minutes, on dégageait tout le temps,
Donc je m'attends à ce que Patrick Brusikesi, qui est juste devant moi à 3 mètres, il dégage. Il ne me fait pas une feinte de frappe, il me fait à toi Dédé. Et le ballon va au fond des filets. Et moi je suis resté scotché. Donc 3-1, ça compte pas double, 2 buts d'écart, prolongation. Et là j'ai vu des hommes, Curbelo, Joly, tout ça, à la fin du match pleurer parce que, bien sûr, moi avec, hein, je ne dis pas que j'ai pas pleuré, mais tout le monde pleurait, tout le monde a dit c'est incroyable ce qui s'est passé. En 20 minutes, on a pris 5 buts. Non, avec les prolongations. Voilà. Bon, on va passer à quelque chose d'un peu plus joyeux, on va passer à la saison suivante. Parce que c'est vrai que. Et là, enfin, on est. Donc là, on termine premier, donc avec la meilleure attaque, la deuxième meilleure défense. Ouais. Et donc, on valide la montée à Grenoble. Alors, un nul nous suffisait, donc c'était le 7 mai 1985. Donc, un nul suffisait, mais on va gagner là-bas 3-2. D'ailleurs, sur la fin, vous m'avez dit que quand il y a eu 3-2, quand ils ont passé. Bah oui, parce que le Matra Racing. Encore dans la tête un peu le Matra Racing reste une cicatrice, donc vous l'avez, et elle était fraîche, elle était encore récente de l'année avant. On mène 3-0. 3-0. Saint-Étienne jouait à l'extérieur, puisqu'on était à la lutte avec Saint-Étienne, et il fallait un match nul, on montait quand même, je crois. Mais bon, oui, un match nul, ça suffisait. Un match nul suffisait, mais dans la tête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Penalty à 20 minutes de la fin, 3-1, et à 5 minutes de la fin, 3-2, et on a serré les fesses, et dans ma tête, pour avoir vécu ça, cette fois on a moins dégagé, on a gardé le ballon, on est sorti et on s'est qualifié. Et là ça a été extraordinaire, parce que lorsqu'on est arrivé à Nice, où tous les supporters, peut-être qu'il y en avait quelques-uns ici, quand on est arrivé à l'aéroport, l'avion s'est posé, je n'ai même pas eu... On a récupéré les bagages, j'ai juste récupéré mon bagage et je n'ai pas touché le sol jusqu'à ma voiture parce qu'ils ont porté en triomphe les joueurs jusqu'à leur voiture. Et j'en faisais partie. Il y a à l'époque dans l'équipe, il y avait, on va citer quelques joueurs, il y avait notamment Albert Gemrich, Jorge Dominguez et Mustapha Daleb. D'ailleurs, on a reçu Carlos Bianchi la semaine dernière et qui nous disait Mustapha Daleb, si aujourd'hui il était sur le marché des transferts, il vaudrait 300 millions d'euros. C'est vrai que c'était un joueur exceptionnel, il avait une patte gauche exceptionnelle. De la soie, c'était un pied gauche soyeux, à l'inverse d'Albert Gemrich, qui était un super joueur, mais lui, à l'entraînement, on faisait de 40 mètres, 45 mètres, il fallait qu'il frappe. Il fallait toujours qu'il frappe au but. Il était gaucher aussi, je crois. Gaucher, oui, super frappe pied gauche. Et puis Georges Dominguez qui nous a entraînés dans cette montée, il a été exceptionnel. Albert Gemrich, il est président de la Ligue d'Alsace. Oui, on s'est rencontrés plusieurs fois. Chaque fois, je parle des anecdotes. Et je lui disais, à l'entraînement, tu voulais me casser les doigts. Il se mettait à 20 mètres et boum, Dédé, mets les mains. Boum. Et je les mettais les mains, pas les poings. Alors, saison suivante, donc retour en Ligue 1. Donc, on va citer un petit peu l'équipe de l'époque. Donc c'est toujours Jean Séraphin qui est notre entraîneur à l'époque. Donc, il y a Jean-Philippe Rohr, Pierre Dréossi, Albert Gemrich, on en a parlé, Fabrice Mèche, Carlos Curbelo, Gilbert Marguerite, Jean-Paul Bernard, Kim Engual, Patrick Brusikesi, Claude Massa, d'ailleurs, qui est peut-être là. Oui, Claude. Claude, il est là. Voilà, super militaire. Voilà, Claude Massa aussi. Infatigable, Claude Massa. Pascal Françoise, Jorge Dominguez et Jocelyn Rigaud qui vous embrasse. Un message, il faut embrasser Dédé de ma part. Très bien, vous lui rendrez. On le fera tout à l'heure. Et donc, on fait une belle saison, puis on termine 8e de ce championnat, de cette première saison en Ligue 1. Donc, vos souvenirs de cette saison? Pour moi, je redécouvrais la première division en tant que titulaire, parce que quand j'étais à Monaco, j'avais joué en première division, mais sporadiquement, puisque j'ai fait 5 matchs sur 5 ans. J'ai fait 5 matchs, et il n'y avait pas de deuxième gardien, il n'y avait que 2 ou 3 joueurs remplaçants, il n'y avait pas de deuxième gardien. Et donc, c'était une découverte de la Ligue 1, on se faisait un plaisir de côtoyer les grands joueurs de l'époque. Il n'y avait que 2 étrangers par équipe, il y avait de super joueurs français. C'était une découverte exceptionnelle. Et donc cette saison-là, on rencontre
votre ancien club, l'AS Monaco, et on va gagner là-bas, 1-0. Vous vous souvenez de ce match? Oui. Et c'était sur le nouveau Louis II. Oui. C'était le nouveau Louis II. On avait joué un match amical à l'ancien Louis II, on avait pris 6 en amical. 6. Peu de temps après, on avait changé de terrain et on avait joué un championnat. Et on fait un super match, bien équilibré. Et je me rappelle, vous pouvez chercher, je me rappelle, le buteur c'était Gilbert Marguerite. Le titre de Nice Matin. Et le titre de Nice Matin, il y avait marqué Monaco-Nice 1-0, Marguerite, fleur de cactus. Parce qu'on avait tellement bien défendu, mis 2 ou 3 attaques superbes et on avait gagné 1-0. Pour moi, ça a été exceptionnel parce que aller battre dans un derby son club formateur, c'est quelque chose. Voilà, et en plus, l'AS Monaco jouait le titre quasiment tous les ans à cette époque-là. Oui. En 88, quand lors d'un derby, ils ont été champions contre nous. Ils ont été champions contre nous en 88. C'est Marcel Digue qui marque 1-0. Sur un tir croisé, c'était Monaco-Nice, tir croisé sur lequel je peux faire beaucoup mieux. Je me rappelle, je peux faire beaucoup mieux et on m'avait soupçonné d'avoir facilité la victoire de Monaco, seule chose qui n'est pas vraie. Hein. C'était au moment où on jouait la Coupe de France à la fin. Alors cette saison-là, on termine 8e, donc c'est le meilleur classement de l'OGC Nice depuis 1977, hein, donc c'est pas rien, c'est une belle saison. Et puis c'est aussi, on peut le signaler, c'était aussi la création de la BSN 1985. Eh oui. La Brigade Sud qui a été créée en 1985. Ouais. Et chaque fois à l'échauffement, je m'échauffais toujours. On commençait l'échauffement, mais côté opposé. Je rentrais, on s'échauffait côté opposé de la brigade. Et juste avant de rentrer lors de la présentation des équipes, de suite, tirage au sort. Carlos Curbelo voulait toujours qu'on s'appuie sur la brigade. Donc, au tiré au sort, je touchais le ballon et du milieu de terrain, je me dirigeais vers la brigade sud. Et là, tout le monde. Il y avait les chants, tout le monde m'accueillait. Je peux vous raconter une anecdote lors d'un match, oui, bien sûr. Un truc spécial encore. Ça va. Vas-y, oui. C'était un match de Coupe de France contre Martigues. Et où je rentre comme ça, on va jouer contre. Je veux toucher le ballon du match, au début du match. Et en fait, au moment où je vais toucher le ballon, le gardien adverse, c'était Ricard, il s'appelait, le gardien de Martigues, il le prend et il l'emmène dans sa partie. Et je dis, mais Carlos, qui était capitaine, je dis, Carlos, envoie-moi le ballon parce que je veux le toucher. Bon, jusqu'à là, il n'y a rien d'exceptionnel. Sauf que je vais vers la brigade sud qui commence à m'appeler Dédé, donc je fais signe et j'entends Carlos qui me dit Dédé. Et alors je me retourne et il m'envoie un ballon lobé. Je recule, je veux l'attraper, mais il est trop haut. Je me tourne et je me prends le poteau. Je prends le poteau en pleine tête. Le problème, c'est que j'étais assommé. Et j'ai joué, on a perdu 3-2. Et j'ai joué le match assommé avec des points sur la tête et il n'y avait pas de gardien remplaçant. Voilà, c'était une anecdote à cause de la brigade sud. C'est pas la mienne, hein, c'est la vôtre. Alors à l'époque, on parle de vous aussi comme troisième gardien pour jouer la Coupe du Monde au Mexique. À l'époque, c'était Henri Michel qui était l'entraîneur, et donc il y avait à l'époque Joël Batz, Philippe Bergerot et Albert Rust. Oui. Et à l'époque, on parlait de vous, et puis finalement, c'est pas vous qui avez été retenu. Vous avez été déçu de ce... Non, sincèrement, non, j'ai pas été déçu parce que il y avait beaucoup de gardiens, on en parlait, mais comme on parlait d'autres gardiens qui sortaient, il y avait le jeune Olmeta qui était bon aussi. Mais je ne me faisais pas une fixation sur la Coupe du Monde. C'était un honneur pour moi parce que ça flattait. J'ai même eu, je peux le dire, une approche de l'équipe nationale algérienne, puisque à l'époque on pouvait éventuellement, si ça m'intéressait, j'avais pas la double nationalité, mais comme étant né en Algérie, si je pouvais jouer avec l'équipe d'Algérie, j'avais pas avancé plus les discussions.
Alors après, donc, saison suivante, 86-87, donc là on se classe 11e. Alors on va passer rapidement sur les 2 prochaines saisons, parce qu'on va être un peu pris par le temps. Oui, alors on va citer les nouveaux joueurs qui sont arrivés: Joël Henry, Patrick Soler, Jean-François Larios, Jean-Marc Pascal, José Morales, Philippe Ndioro, Thierry Exact, Eric Eric, Jean-Philippe Mathieu, qui... mon échauffeur professionnel. C'est votre échauffement, et Frédéric Brando, qui en fait est votre neveu. Oui, exactement, c'est le fils de ma sœur, et qui est encore au club. Comme Jean-Philippe Mathieu, d'ailleurs, sont tous les deux Voilà, qui a insisté, qui m'a dit: Dédé, viens depuis le temps que Virginie te veut. Mais, comme je disais tout à l'heure, c'est pas évident. J'ai fait plusieurs clubs, j'ai fait les clubs de la Côte, je suis un enfant de la Côte. J'ai fait Nice, Monaco, Nice et Cannes. Je me suis déplacé vers l'ouest en tant que joueur. Et c'est pas évident parce que je faisais que des derbies. Et quand on rencontrait les anciens, on est toujours un peu pris en grippe. Et lorsque je suis venu avec Monaco, pas joué, mais j'ai toujours été bien accueilli, mais il y a eu quelques petites frictions. Ah oui, c'est normal. Voilà. Et globalement, vous avez laissé un tellement bon souvenir partout que tout le monde vous accueille toujours très bien. Ben, c'est gentil. Et donc, alors saison suivante, donc là c'est Jean-Séraphin s'en va, c'est Nenad Djekovic, la légende du club qui arrive en tant qu'entraîneur. Mais la saison est compliquée, on finit 16e. Et donc on assure le maintien vraiment en fin de saison. Et puis on fait venir un certain Jules Bocandé. Alors vous vous souvenez un peu de l'arrivée de ce joueur, Jules Bocandé? Jules, pour l'avoir rencontré quand il jouait à Metz et tout, c'était une force de la nature. Et il y avait une puissance terrible. On avait Georges Dominguez qui nous avait emmenés pour la montée et tout, cette force spéciale qu'avait Georges Dominguez. Mais quand Jules Bocandé arrive, cette armoire à glace, noire d'ébène, une force exceptionnelle avec ses tresses, aux entraînements, c'était super. Il dégageait une force. Et il était à Paris, à ce moment-là, Paris Saint-Germain, qui avait recruté pas mal de joueurs. C'était Gérard Rouillet, entraîneur. Gérard Rouillet, entraîneur. Et il disait, il utilisait moins. Jules avait fait la Coupe d'Europe avec Metz et tout, il utilisait moins. Et Nice a eu l'occasion de saisir ce jour-là, et ça a été magnifique pour tout le monde. Et donc, ce match à Paris, quand on gagne 4-0, ça a été une revanche pour lui. Alors, on gagne 4-0 à Paris Saint-Germain. L'année avant, on avait gagné 3-0. Ils avaient titré la promenade des Aiglons. Jeu de mots. Et donc, on gagne 4-0. Et Jules Bocandé, sur ce match-là, il ne met pas un but. Il ne met pas un but. Il est à l'origine des 4 buts, des 4 passes décisives. Et il va voir Gérard Rouillet en plein match, au 4e but, il va voir Gérard Rouillet et il reste sur le bord de touche et il dit comme ça: vas-y, fais rentrer encore des stoppeurs pour me prendre. Mais comme... Alors donc ensuite on a cette demi-finale de Coupe de France qui, contre Sochaux. Oui. Donc ça on va passer. Mais non, c'est mon dernier match avec. C'est le dernier match, mais bon, c'est une défaite. Enfin... Ça fait rien. C'est mon dernier match. C'est votre dernier match, oui. C'est mon dernier match avec l'OGC Nice. Et malheureusement, on reste sur cette défaite en demi-finale de Coupe de France. Donc on le rappelle, on avait gagné 2-1 en vrai, on perd 2-0 là-bas, mais Sochaux avait une équipe un peu en nord, mais il était en tête de la Ligue 2 et il marchait sur l'eau. Voilà, il survolait la Ligue 2, mais on avait gagné. Alors, je m'en vais sur une élimination, mais je reste sur une victoire, parce qu'on avait gagné 2-1 au Stade du Rhin. Et match retour, on a perdu 2-0. Alors, est-ce que vous avez gardé quelques contacts avec quelques anciens coéquipiers du Gilles, notamment Jean-Philippe Massiot, Fred Gloria, Daniel Bravo, Patrick Brusitesi? Oh, Brusi! Une fois, il vient de temps en temps nous voir d'ailleurs. Patrick le bûcheron de Gonfalon. Non, j'attendais qu'il le dise. Patrick, le bûcheron de Gonfalon. Et un jour, je me rappelle, je peux raconter l'anecdote. Anecdote, oui, bien sûr. De Lila. Contre Saint-Étienne. Ah ouais, contre Saint-Étienne. Parce que Roger Lila, que j'avais connu à l'AS Monaco, était à la fin du match. Il vient me voir. Il vient me voir à la fin du match. Il jouait à Saint-Étienne à ce moment-là. Et il me dit: oh Dédé, avec son accent particulier, il me dit:
il me fait « Dédé, ton stoppeur, mais il est fou, c'est un fou. Regarde ce qu'il m'a fait. » Et il me montre son dos et il était lacéré à hauteur des omoplates. Parce qu'il faut dire que sur le match, il y a eu une touche qui est jouée, on perdait 1-0 et Milan faisait un malheur. Et il était devant Buzikesi et Patrick avait souffert sur ce match-là. Un ballon qui est sur une touche est lancé sur la poitrine de Roger Milan. Je me vois Patrick Buzikesi faire un tacle à cette hauteur, les 2 pieds en avant et lui arracher le maillot. Un truc exceptionnel qu'on ne voit plus aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, bon, il avait pris le rouge quand même. Et à la fin du match, il dit mais c'est un fou, ce joueur est un fou, il faut l'enfermer. Moi j'ai dit mais non, il est super, parce que Patrick est un homme charmant, il est très gentil, mais sur le terrain, il ne plaisantait pas. C'est clair, on se souvient. Mais il n'avait pas que ça, il avait d'autres qualités. Hein. Alors on va passer aux questions des supporters. Ils vont vous poser quelques questions, vous êtes prêts? Est-ce qu'ils le sont? Qui veut commencer? Ah ben c'est pas grave. Alors Christian, allez. Bonjour Dédé. Bonjour. Tu es passé dans tous les clubs de la côte et avec lequel est le meilleur joueur pour toi de ces clubs? Entre Cannes, Nice et Monaco. C'est difficile. Ce serait facile de dire Zidane, puisque j'ai joué avec Zidane, mais il n'était pas encore le Zidane. Qu'est-ce que je peux dire? Le joueur le plus technique, celui. Alors, c'est particulier. Le joueur qui m'a fait le plus impression, techniquement, et vous l'avez chez vous, c'était Guy Mengual. Guy Mengual est un tueur à gages dans la surface. Et aux entraînements, je le connaissais de Monaco, on a été formés ensemble, et aux entraînements, presque, on est venu à se battre, tellement qu'il me mettait des buts dans toutes les positions. Et je dis, mais c'est pas possible. Et Guy Mengual, on a joué ensemble à Monaco, à Nice, à Cannes. Voilà. C'est pas un joueur qui est très connu, mais pourtant, il faudrait le connaître parce qu'il apporte sa touche technique. Et aujourd'hui, je pense qu'il est au club, il s'occupe des... Voilà. Mais après, j'ai connu de grands joueurs, les noms ne me reviennent pas particulièrement. En plus, avec l'âge, je commence à perdre un peu. Il n'y a que sur certaines actions où je suis fautif que ça me reste en mémoire. Donc Dédé, je reviens vers vous pour ce fameux Nice-Marseille, où on gagne 2-1 et puis il a fait un match du tonnerre, oui. Avec Turbello, tout ça, c'était vraiment chaud ce match. Oui, voilà. Oui. Deux, trois... Quel souvenir vous avez de ce match? D'ailleurs, on leur a privé le titre cette année en plus. Sûrement, oui. Ouais. C'était le Marseille de Tapi. Oui. L'entraîneur était Gérard Banide, c'était mon formateur de Monaco. Et sur ce match-là, en première mi-temps, je peux vous raconter des anecdotes si ça vous intéresse. Oui. Donc sur ce match-là, en première mi-temps, il y a un coup, on mène 1-0, il y a un coup franc de Domergue, Jean-François Domergue, qui était international et qui frappait très bien les coups francs avec son pied gauche, il est à peu près à 25 mètres. Et il frappe, je place le mur, il frappe, il met un ballon à ras de terre, et c'était vers la fin de saison, et la pelouse était magnifique mais sèche. Et je pars sur mon côté gauche. Je fais un arrêt exceptionnel, même si je n'ai pas voulu le faire. C'est-à-dire que je garde au sol, je reste le ballon bloqué d'une main au sol. Le problème, c'est que tout mon poids du corps est arrivé sur l'épaule et je fais une acromioclaviculaire. Quand je me relève, je ne peux plus lever le bras comme ça. Maximum comme ça. On arrive à la mi-temps, je vois le docteur qui était Parenti, je crois. Je vois le docteur, j'ai dit, mais je peux pas jouer, je peux plus lever le bras. Si. Il me fait un strap, une infiltration, et on rentre en deuxième mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on met le deuxième but, et
il y a un coup franc, encore une fois, qui est, cette fois il est plus près, derrière la brique, devant la brigade sud. Je place le mur et vous aviez, comme tireur à Marseille, Gires, Djengini, Sliskovic, 3 tireurs de coup franc, plus Kuiben qui lui frappait en force. Ils sont les 3 autour du ballon. Et je place le mur et je me suis dit, mais il va me le mettre. Personne ne savait que j'étais blessé. Hein. J'avais un espace ici réduit. J'arrivais pas. Donc je place le mur et j'anticipe un peu sur mon côté gauche. Donc je me déplace comme ça et je laisse le côté droit un peu ouvert pour éventuellement, s'il tire ici, je peux faire quelque chose. J'ai eu de la chance sans en avoir. Il frappe, c'est Djengini qui frappe le ballon. Le ballon est dévié, il le met au-dessus du mur, dans la zone où je suis blessé. Je me déplace, elle est touchée par le mur et elle va à contre-pied. Et là, le chat, c'était mon surnom. Ouais. Je repars de l'autre côté à la vitesse et je fais une manchette ici et le ballon reste, je l'écarte là. Je l'écarte à 3 mètres et il reste encore en jeu. Et là, je me relève vite, j'allais vite à l'époque, bon. Et je replonge sur le ballon. Il y a 2 Marseillais qui arrivent, dont un Patrick Kuiben. Exactement, vous vous rappelez, je plonge, j'ai le ballon dans les mains, il me met une reprise de volée dans la tête, il m'éclate la pommette. Je garde le ballon et je roule comme ça. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vu déjà les cris de la brigade qui étaient en furie, et j'ai vu 10 joueurs, 10 maillots rouges et noirs, quelle belle couleur, je les vois, en train d'étrangler Kuiben dans les filets. Bon, et il avait pris 4 cartons jaunes, j'avais la tête éclatée, j'ai fini le match avec une épaule en moins et une pommette. Mais c'est pas ça, et c'est là que il y a Bernard Tapie qui vient à la fin du match, il disait pendant le match que je faisais du cinéma. C'est l'entraîneur Gérard Banit qui me l'a dit. Et Bernard Tapie vient vers moi, il me regarde comme ça, il s'approche, et il dit « Ça va, gardien ?» J'ai dit « Oui, oui. » Et il m'enlève le pansement. J'avais une boule comme ça, il fait « Ah ouais, et en effet !» Et Gérard Banit, il a dit « Je vous l'ai dit qu'il ne faisait pas du cinéma. » Donc Tapi disait que je faisais du cinéma, que je voulais gagner du temps, mais j'avais une épaule et la tête en moins. Mais la mémoire est restée là. Écoutez, on va vous remercier, on va rester sur cela, on va vous applaudir bien fort. On vous remercie. Et puis, on va passer aux signatures. Par contre, Dédé nous a fait l'honneur de... Alors, vous êtes peintre hein, aussi, à vos heures perdues. Je suis peintre amateur. Voilà, donc là, il y a trois photocopies de vos œuvres, et donc on va offrir à 3 supporters qu'on a déjà choisis. Ah oui. Et vous aurez, alors que je vais les montrer au public, et puis vous aurez juste à les signer. Ah ben. Donc voilà, donc il y a celle-ci pour Daniel et Étienne. Voilà. Donc il y a celle-ci pour Christian. Et puis celle-ci pour John qui n'est pas là. Ben, si vous les mettez sous verre. Voilà, il faudra juste les signer pour. Non, mais je les signe. Je les signe derrière, pas devant, je ne veux pas abîmer. Vous choisirez devant, derrière. En bas, peut mettre pour Étienne et Daniel, enfin Daniel et Étienne en premier. Voilà. Bah, écoutez, je vous distribue les petites cartes et rendez-vous dans une semaine pour le prochain. Je peux annoncer. Je peux couper le micro. Pour Monaco. Ouais. Alors pour Monaco, en fait, ça sera. On va projeter le film. Ah oui, Renaissance, voilà, le film Renaissance, je savais pas si vous l'avez. On va projeter le film Renaissance, le club artistique, on le ferait juste un peu plus.